Il était une fois, il y a presque 2 ans, la Russie envahissait l'Ukraine, le monde se redécoupait en 2 camps, celui du bien et celui du mal. Les États-Unis étaient de retour et l'Europe rencontrait enfin son destin, celui d'une vraie puissance politique unie, fière d'elle et de ses libertés démocratiques, l'ange blanc face au tyran Vladimir Poutine, dont les jours étaient comptés, pensait-on. C'était il y a presque 2 ans et aujourd'hui, Vladimir Poutine se porte comme un charme. Il fait le jeu chez lui et chez nous aussi. Son influence s'étend en Afrique, au Moyen-Orient et peut-être même aux États-Unis qui s'apprêteraient à élire son vieil allié Donald Trump. La guerre en Ukraine tourne à son avantage et l'Europe, elle, est peut-être sur le point d'exploser sous la poussée des droites extrêmes. Des droites qui voient d'ailleurs en Vladimir Poutine leur Che Guevara, grand défenseur de nos valeurs occidentales et de leur programme multilatéral et anti-atlantiste. Davos s'est fait sans lui, mais le monde aujourd'hui tourne autour de lui. Vladimir Poutine, dit le grand des marionnettistes, est au programme du Point ce soir. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et le plaisir de recevoir, pour en débattre en Zoom et autour de cette table, une très grande dame du journalisme, Sylvie Kaufmann, éditorialiste et directrice éditoriale du journal Le Monde. Vous avez d'ailleurs occupé quasiment toutes les fonctions à la tête de ce titre prestigieux. Vous avez été aussi correspondante à Moscou, aux États-Unis et dans les pays d'Europe centrale. Et c'est votre grande expertise que vous mettez aujourd'hui dans un livre qu'il faut lire absolument. Je le dis vraiment sans aucune flagornerie. Les Aveuglés, c'est son titre. On le voit d'ailleurs passer à l'écran. C'est son titre, Comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est un récit très documenté et passionnant. On y rencontre Vladimir Poutine, Angela Merkel, Surkov, le personnage du mage du Kremlin et tant d'autres que vous avez vous-même rencontrés et interviewés. Votre thèse conclusive, c'est Poutine est dangereux et l'Europe a eu tort de se montrer faible face à lui. En duplex, Yves Boyer, bonjour. Vous êtes membre du think tank Alphen Group, une organisation qui promeut le dialogue transatlantique sur les questions stratégiques. Vous êtes l'ancien directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, professeur émérite de la très prestigieuse École polytechnique X, où vous enseignez les relations internationales. Et on peut vous lire toujours aujourd'hui dans la revue très pointue aussi, Questions internationales. Le dernier de vos articles concernait d'ailleurs l'Ukraine, intitulé La mêlée sanglante. C'était au printemps dernier et Jean-Luc Ador, député UDC bien connu de nos spectateurs, valaisan. Vous siégez notamment à la commission de politique de sécurité du national. Notre sécurité est entre vos mains. Votre parti et vous, d'ailleurs, c'est en phase avec lui, a boycotté la semaine dernière la rencontre à Berne avec Volodymyr Zelensky en marge du forum de Davos, un forum que vous avez d'ailleurs aussi boycotté. Et enfin Philippe Val, notre invité permanent, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Bienvenue à toutes et tous. On commence tout de suite avec cette Europe en crise. Les paysans sont en colère depuis des semaines en France, en Allemagne, en Hollande, en Roumanie, en Pologne. En Allemagne, justement, où l'extrême droite explose, l'AfD est donnée deuxième force dans les sondages pour les européennes. On voit ici les contre-manifestations massives ce week-end suite à la révélation du plan de réémigration décidé par l'AfD. L'AfD qui souhaite d'ailleurs un Dexit, une sortie de l'UE de son principal pilier économique et politique, l'Allemagne. Alors, Sylvie Kaufmann, c'est chiant-lit, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on la doit directement ou indirectement à la guerre en Ukraine? Et est-ce que c'est déjà une semi-victoire pour Vladimir Poutine aujourd'hui? Alors, vous posez 2 questions. Est-ce que c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine? Je dirais que c'est un contre-coup, oui, surtout en Allemagne, puisque l'Allemagne, du jour au lendemain, pratiquement, a été obligée de complètement changer de source d'approvisionnement en énergie, puisqu'il a fallu se débarrasser du gaz russe, alors que l'Allemagne, sous Schröder d'abord, puis sous Merkel, sous Angela Merkel, s'était placée dans une situation de dépendance très profonde du gaz russe. Donc économiquement, c'est vrai que l'Allemagne a beaucoup souffert de cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Politiquement aussi, ça l'a beaucoup déstabilisé, ça a déstabilisé beaucoup de pays d'Europe, mais évidemment l'Allemagne étant tellement investie depuis plusieurs décennies en Russie, a subi vraiment le choc de plein fouet. Et donc la montée de l'AfD, c'est aussi
c'est aussi une conséquence indirecte de ce qui s'est passé il y a 2 ans, de la remise en cause de tous les piliers en réalité de la politique extérieure allemande, pas seulement du pilier énergétique, mais aussi cette politique de dialogue et de coopération avec la Russie de Vladimir Poutine a été totalement remise en cause. C'était le cas pour la France aussi, bien sûr. Mais donc on voit bien que sur l'échiquier politique, tout ça a contribué à agiter vraiment ce système politique allemand qui paraissait tellement stable. Si vous pensez que Angela Merkel est partie il y a 2 ans à peine, ou 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, et 3 mois après, elle était l'emblème de la stabilité. Hein. C'était d'ailleurs c'est un peu son mantra, cette recherche permanente de la stabilité pour son pays. Et c'est assez étonnant de voir à quelle vitesse cette image s'est renversée. Il y a un autre facteur qui n'a rien à voir avec l'Ukraine, mais qui évidemment compte aussi, c'est que cette coalition, ce gouvernement de coalition en Allemagne tricolore, avec trois partis très différents les uns des autres, évidemment, complique beaucoup les choses, avec un chancelier qui n'est pas particulièrement communicatif et qui a beaucoup de mal à tenir tout ce monde ensemble. Mais il ne fallait pas toucher à l'économie, hein, c'est ce qu'elle disait, il ne fallait pas toucher à l'économie. C'était la raison pour laquelle elle n'avait pas voulu justement basculer vers le gaz liquide, par exemple, et restant dépendante de la Russie, même si elle connaissait très bien Vladimir Poutine. Est-ce que finalement, elle n'avait pas raison, dans le fond, Philippe Wahl? Parce que, est-ce que là, justement, cette guerre en Ukraine est en train de disloquer absolument toute l'Europe? On voit aussi les paysans. Un des grands reproches, alors ça dépend les pays, mais un des grands reproches, c'est aussi la montée des coûts et même des exportations venant d'Ukraine qui sont détaxées et qui sont moins chères que les produits locaux. C'est évidemment une des victoires de Poutine d'avoir déstabilisé le camp qu'il déteste, c'est-à-dire cet Occident libéral avec des constitutions qui garantissent une vie décente pour les citoyens. C'est ce qu'il déteste. D'ailleurs, c'est ce qui fait finalement il plaît tant à l'extrême droite et à l'extrême gauche. À l'extrême droite, c'est parce que c'est un puritain, et à l'extrême gauche, parce que c'est la trace du totalitarisme, communisme et de l'Empire qui a fait aimer à nos intellectuels extrémistes la Russie, finalement, en général. Et aujourd'hui, sa victoire est bizarre, parce qu'elle tient, comment dire, il a renforcé l'Europe, finalement. Quoi qu'on en dise, même s'il y a des problèmes sociaux à l'intérieur de l'Europe à cause de la guerre en Ukraine, il a quand même fait en sorte que les Européens mettent en commun leur idéal européen un peu plus qu'avant. Il a agrandi le périmètre de l'OTAN avec la Finlande et la Suède qui viennent de rentrer. Il n'a pas gagné du tout l'Ukraine, qui pensait pouvoir envahir en quelques jours, et il s'est embourbé en Ukraine. Donc sa victoire est une victoire très bizarre. C'est une victoire qui ressemble aussi quand même à une défaite politique. Pour pouvoir compenser les sanctions internationales, il a été contraint de s'allier aux pays les plus voyous de la planète, à la Corée du Nord, à faire des accords et à vassaliser la Chine se vassaliser vis-à-vis de la Chine. C'est ce qui est très 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 dangereux pour la Russie. Donc, quand on regarde avec un peu de recul tout ça, c'est un affaiblissement considérable de la Russie. Ce sont des points de défaite. Après, il peut bien avoir des moments de satisfaction quand il voit que l'AfD monte, que Trump est bon dans les sondages, etc. Seulement Geert Wilders qui est élu, que toutes les droites... Geert Wilders est élu, etc. C'est sûr, mais sur le papier réel, dans la réalité des choses, c'est quand même une suite de défaites. C'est le contraire de ce qu'il voulait. C'est un affaiblissement de l'Empire. Jean-Luc Ador, il a renforcé l'Europe, Vladimir Poutine. Bon, déjà... Je ne suis pas sûr qu'on soit certain de ce que Poutine veut ou voulait. Moi, je me demande si on ne se méprend pas sur ses véritables objectifs. Alors, il dit beaucoup dans ses discours quand même que l'Occident, justement, il tient un discours très anti-occidental. Donc, ça ne doit pas, en tout cas, le chagriner que l'Europe aille mal. Alors, bon, l'Europe, c'est son voisin. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'on appelle l'Europe. Parce que d'Europe... Je sais assez, nous sommes ici au centre de l'Europe quasiment. Je dis simplement que l'Europe, comme ensemble géopolitique, il a une existence qui est... Enfin,
l'Europe, c'est son problème, justement. L'Europe s'est suicidée par 2 guerres mondiales successives, et puis elle est en train de se suicider une 3e fois. Vous dites que l'Europe, qu'un des effets de la guerre en Ukraine serait de renforcer l'Europe. Moi, je crois que l'Europe est d'ores et déjà très affaiblie, sort d'ores et déjà très affaiblie de ce conflit, face en particulier à la Russie. Elle en ressort plus vassalisée que jamais par rapport aux États-Unis, parce que tout le monde a compris, je pense, que l'Ukraine mène une guerre par procuration et qu'on a face à face 2 grandes puissances que sont la Russie et les États-Unis. C'est la Russie et là, au milieu, excusez-moi, mais mène une guerre en Ukraine. Et la procuration. Oui, mais pour l'instant, il y a une guerre en Ukraine, il y a des influences, et puis ceux qui alimentent aussi cette guerre de l'extérieur, alors ce sont quelques pays européens qui n'ont bientôt plus de certaines armes, bientôt plus de munitions, etc. Et ce sont les États-Unis. Mais je ne vois pas de renforcement. Vous dites qu'on alimente, que l'Occident, que l'Europe, les États-Unis alimentent cette guerre. Pas la Suisse, parce que sur le plan armé, la Suisse, elle refuse pour moi, la réexportation. C'est malheureusement aligné sur le camp atlantiste, d'où son extrême difficulté à faire croire encore à la Russie, qui est quand même, non seulement un gros morceau, si j'ose dire, mais enfin un des protagonistes de cette guerre, et puis le rôle classique, depuis assez longtemps maintenant, de la Suisse, qui est un petit pays, si on ne veut pas jouer à l'histoire de la grenouille et du bœuf, c'est d'offrir nos services, peut-être pas au monde, soyons pas trop grandiloquents, mais les Russes n'y croient pas, et nous voyons les Suisses quasiment éconduits par Poutine, par l'ambassadeur de Russie en Suisse. Mais pour revenir à l'Europe, je ne vois pas de renforcement de l'Europe, je ne vois aucun signe de naissance ou de renaissance ou de constitution d'une entité géopolitique qui serait capable d'avoir une logique propre et puis surtout une volonté propre par rapport aux États-Unis, sachant que, je pense que c'est évident, il suffit de regarder une carte du monde pour réaliser que nos intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts des pays européens ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Alors on va continuer sur ce point, mais Yves Boyer, c'est vrai qu'on a une impression de fiasco, une impression, on a adopté des sanctions et on a l'impression que c'est nous qui les payons ici. On envoie des armes et on a l'impression qu'effectivement ça sert à pas grand-chose puisque l'Ukraine recule. Est-ce que c'est une impression? Est-ce qu'on regarde les choses du mauvais côté ou bien c'est la réalité et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a loupé dans cette séquence? D'abord, je voudrais revenir sur l'idée que les droites extrêmes sont en train d'augmenter, voire leurs électeurs augmenter considérablement, et qu'il y aurait ce serait lié à une influence de la Russie et de Vladimir Poutine. Moi, je pense simplement que si on regarde un petit peu ce que nous enseigne la science politique, on voit que les partis politiques n'ont pas l'éternité devant eux. Et ils perdurent parce qu'ils proposent aux électeurs une offre qui les satisfait. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années? On voit que les partis traditionnels, et on le voit très bien en France, le Parti socialiste, les Républicains, eh bien leur offre ne correspond plus aux attentes d'un certain nombre d'électeurs. Il se trouve que la nature ayant horreur du vide, eh bien de nouveaux partis arrivent, et ces partis qui arrivent sont plutôt à la droite extrême. Alors, en France, on a la LFI qui est à l'extrême gauche, mais donc on voit bien qu'il y a une offre politique qui ne correspondait pas à ce que souhaitait ou à ce que souhaite une partie des électeurs, et que donc des nouveaux partis arrivent. C'est ce qui s'est passé en France à la fin du 19e, au début du 20e siècle. On voit avec, par exemple, quelqu'un comme Clémenceau apparaître un parti radical qui faisait peur à tout le monde et qui petit à petit se recentre et qui aboutira d'ailleurs à ce que Clémenceau soit élu président du Conseil. Donc, attribuer à Poutine cette influence, je pense que c'est excessif. Et ça ne me paraît pas être une lecture politique. Mais les effets de cette guerre font monter ces partis, ça c'est un fait. Oui, enfin, c'est pas évident. Hein. Si vous prenez
Non, je pense que c'est pas évident du tout. C'est le narratif qu'on nous sert, mais là aussi, essayons d'être un petit peu objectifs et de faire un peu de science politique. Moi, je ne pense pas que les gens qui votent, par exemple, au Rassemblement national, dans tel ou tel village de France, se soucient de ce que dit Poutine. Ils sont plutôt confrontés à un certain nombre de problématiques auxquelles les partis traditionnels ne répondent pas, ne répondent plus ou ne veulent pas répondre. Et ces gens-là trouvent donc cette nouvelle offre et se reportent sur ces partis de droite extrême. La deuxième chose, c'est que l'Europe, est-ce qu'elle se renforce ou est-ce qu'elle s'effiloche? Moi, j'aurais tendance à dire qu'elle se renforce dans sa volonté de trouver aux États-Unis la planche de salut. On voit qu'un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale ne pensent que par les États-Unis, n'achètent que des matériels américains. Et donc, c'est vrai qu'il y a un renforcement de l'Europe, mais un renforcement de l'Europe qui renforce la dimension, disons, atlantiste de la politique extérieure de l'Union européenne, si tant est qu'elle en ait eu un. Donc, pour l'instant, ce qui se passe en Ukraine, c'est de voir aussi comment la situation va évoluer. Et moi, je me demande, je ne veux pas être trop iconoclaste, mais quand l'Ukraine aura peut-être pas perdu, mais ce sera plus ou moins effondré, comment va-t-on gérer en Occident cet effondrement? Parce que d'un point de vue militaire, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Alors, pardon, je vous interromps un instant. Précisément, c'est ce que vous pensez, l'Ukraine est aujourd'hui en train de s'effondrer face à la Russie sur le terrain? Non, je pense que militairement, les Russes ont joué deux stratégies. La première, c'est celle du printemps 2022, c'est la dévastation. Ils arrivent en masse, ils veulent prendre Kiev et ça se passe pas comme prévu. Les Ukrainiens résistent très bien, donc ils vont changer de stratégie. Alors ça va prendre du temps et la stratégie qu'ils suivent actuellement, c'est l'épuisement. C'est-à-dire qu'ils ont reconstitué leur industrie de défense, ils produisent en masse des matériels, des obus, etc. Et ils épuisent, ils laminent, ils grignotent le potentiel ukrainien, d'abord en hommes et ensuite en matériel. Alors en matériel, on peut espérer ou on peut souhaiter que l'Union européenne et les États-Unis fournissent du matériel, mais ça va tarder à venir. Quant aux hommes, ben, malheureusement, il y a des pertes extraordinairement importantes en Ukraine et aujourd'hui on recrute un petit peu tous azimuts et l'âge moyen du soldat ukrainien sur le front c'est de l'ordre de 43 ans. Donc avec 43 ans, c'est pas un âge où on fait la guerre ou si on l'a fait mal. Oui. Sylvie Kaufmann, vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas entièrement, non. Moi, je ne parlerai ni de fiasco ni d'effondrement pour la situation en Ukraine actuellement. C'est vrai qu'on est dans une phase difficile de la guerre, qui est un front figé, aucun gain territorial pratiquement de notable ni d'un côté ni de l'autre. Mais si vous regardez justement ce qui est censé être la puissance militaire russe, c'est quand même dramatique pour un pays comme la Russie d'être coincé, comme elle l'est, en Ukraine, face à une armée qui est beaucoup plus petite que la sienne. Effectivement, il y a un problème, il y a une infériorité démographique de l'Ukraine par rapport à la Russie, ça c'est très clair, c'est-à-dire la population d'Ukraine est 3-4 fois inférieure à celle de la Russie, donc si vous prenez de la chair à canon, c'est sûr que la Russie en a plus. Mais alors, je ne parlais pas de guerre par procuration. Le fait est que les Occidentaux livrent des armements à l'Ukraine et qu'ils ont du mal à les fournir à ce stade-là puisque leur stock s'épuise et qu'ils ne sont pas encore dans une logique de flux comme l'est la Russie, qui se fait aider par ailleurs par la Corée du Nord et par l'Iran. Mais sur le plan des hommes, justement, et sur le plan des hommes, les Ukrainiens commencent en difficulté. Mais si vous regardez par exemple en mer Noire, et ne plus voir la en mer Noire, c'est la Russie qui est en difficulté. L'Ukraine arrive à tenir tête à être supérieure finalement à la flotte russe en mer Noire. Donc non, moi je trouve que si on tient compte de l'inégalité des forces, ça n'est pas du tout un succès ni une victoire pour l'instant pour Poutine. On est dans le temps, je pense qu'on est dans un moment où il faut regarder plus loin. On va être figé pendant quelques temps, mais les choses, je ne vois pas l'Ukraine s'effondrer. Est-ce que les jeunes Américains, dans les années 70, voulaient vivre au Vietnam et c'est pour ça qu'ils faisaient la guerre? Évidemment non.
Ils étaient obligés d'aller combattre au Vietnam, comme les Russes aujourd'hui sont obligés d'aller combattre en Ukraine. Regardez le nombre de bombes. C'est vrai qu'il manque de matériel aujourd'hui, les Ukrainiens. Mais néanmoins, c'est une guerre de partisans, on pourrait dire. Je vous rappelle comment ça s'est terminé, le Vietnam. Bah justement. Pas très bien. Pas très bien. C'est pas très bien pour les Américains. Oui. Parce que la volonté des Ukrainiens est sans faille et ne faiblira jamais, parce que c'est chez eux, c'est leur pays. Ils défendent leur terre. Les gens qui vont combattre en Ukraine, les Russes qui vont combattre en Ukraine, ils vont contraints et forcés. Ce qui est peut-être plus important que le nombre d'armes et la masse des forces. Les Ukrainiens eux-mêmes ils ne gagneront jamais. À ne plus vouloir aller au front. Ils ne gagneront jamais cette guerre. À renouveler les rangs de la première ligne. Jamais ils ne gagneront cette guerre, les Russes. Jamais, parce que c'est inoccupable, l'Ukraine. Surtout après ces 2-3 ans, après ces mois de guerre qui viennent de passer, qui a radicalisé le peuple ukrainien pour toujours. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais habiter, exploiter, travailler, occuper l'Ukraine. Ça sera toujours la guerre. À un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Ils ne gagneront pas. Yves Boyer, je vous vois piétiner derrière votre caméra. Oui, non, juste 2-3 remarques sur la première, sur la mer Noire. Certes, les Russes ont mis vers l'Est leurs moyens maritimes, mais en mer Noire, pourquoi est-ce que les Ukrainiens donnent l'impression de contrôler ce qui se passe? Uniquement parce qu'ils ont des renseignements fournis, j'allais dire, par les Américains, par les Britanniques, qui leur permettent d'agir d'une façon efficace. Mais sans ces renseignements britanniques et américains, l'Ukraine seule ne tient pas la mer Noire. Deuxièmement, moi, je n'ai pas parlé d'effondrement, j'ai parlé de grignotage. Et j'utiliserai plutôt le terme d'affaissement graduel. C'est-à-dire que, comme je le disais, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que les Russes grignotent. Ils ont grignoté Bakhmut et sa région. Ils sont en train de prendre Avdiivka, c'est-à-dire les forteresses, si je puis dire, du côté du Donetsk et du côté de Lugansk. Donc, ils sont en train de grignoter et d'éreinter les capacités militaires ukrainiennes. Et je pense qu'il y a une dimension qu'il faut voir. Au début de cette guerre en Ukraine, on nous a dit de toute façon, les Russes vont perdre. Leurs soldats, sont des moujiks qui sont incapables. Et alors, leur commandement, c'est pire, c'est vraiment des nuls. C'est-à-dire, on a constamment sous-estimé les capacités à la fois matérielles et intellectuelles de l'armée russe. Alors, je ne suis pas un turiféraire de l'armée russe ou de Poutine, simplement essayons de voir objectivement les choses. Les Russes savent faire la guerre, ils ont les moyens de faire la guerre, et ils sont en train, comme je le disais, eh bien, d'éreinter l'Ukraine. Donc, ce n'est pas l'effondrement à terme, c'est l'affaissement graduel. C'est-à-dire, il y a un moment où l'Ukraine ne pourra plus tenir parce qu'elle n'aura pas assez d'hommes, elle n'aura plus assez de matériel. Et les Occidentaux, finalement, les Européens, quand ils vont voir que Trump se profile à la Maison-Blanche, ça va peut-être faire réfléchir dans les chancelleries. On va dire, bon, il faut peut-être arrêter aussi de fournir des matériels à l'Ukraine, alors qu'on sait très bien que le résultat ne sera pas celui qu'on avait escompté initialement. Est-ce que justement cet homme-là peut mettre un terme à la guerre, va le mettre dans quelques mois s'il arrive à la présidence? On regarde. My personality kept us out of war. And I told you before, it would have never happened with Russia, would have never gone in, Putin would have never, ever gone in. And even now, I could solve that in 24 hours. It's so horrible what happened. C'est son discours de campagne. Donc, Donald Trump martèle sans arrêt qu'en 24 heures, il réglera la situation. Est-ce que c'est crédible, ça, Yves Boyer? Je demande à vous, le grand spécialiste. Voilà, d'abord, c'est un discours électoral. Bon, les hommes politiques en campagne font beaucoup de promesses. Alors, 24 heures, c'est un peu ridicule. Je pense que ce que veut dire Trump, c'est que une des conditions pour lesquelles les Russes pourraient s'arrêter, c'est de garantir que l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN. L'Ukraine pourrait devenir membre de l'Union européenne, mais pas de l'OTAN. Et donc, Trump, je pense qu'il est sur cette ligne-là, c'est-à-dire, on dit aux Russes, OK, on va s'arrêter et on vous garantit que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Alors, est-ce que ça prendra 24 heures? Bien sûr que non. Il y a un tas de choses à discuter, à négocier, etc. Mais je pense que l'arrivée de Trump ne sera pas aussi catastrophique qu'on l'envisage. Et l'arrivée de Trump, ce sera quand même une redéfinition du jeu, un rebattage des cartes d'une façon qui sera assez radicale concernant la situation en Ukraine. Et situation qu'il ne faut pas systématiquement mettre sur un plan moral. Bien sûr que la morale joue un rôle important, mais je veux dire, la réelle politique, ça existe aussi dans les relations internationales.
Et je pense que Trump, de ce point de vue-là, se situe plus dans, dans la réelle politique qu'une politique plutôt, j'allais dire, émotionnelle et morale. Emmanuel Macron, on a très peu de temps pour conclure la première partie, mais Emmanuel Macron a dit, le président français, a dit que si Poutine gagnait cette guerre, il n'y aurait plus de sécurité en Europe. Jean-Luc Ador, ça vous fait pas peur? Est-ce que vous n'avez pas peur de Poutine, de ces velléités impérialistes qu'on décrit tout le temps? Non, parce que ça dépend de ce qu'on appelle gagner la guerre. Je pense que M. Boyer a dit quelque chose qui me semble important, c'est que si on prend les objectifs qu'on peut percevoir, il l'a dit d'ailleurs plus ou moins, Poutine aussi, c'est pas forcément de conquérir l'Ukraine, c'est d'éviter ce qui était en train de se préparer. C'est finalement donc une promesse qui avait été faite que l'Ukraine ne ferait jamais partie de l'OTAN. Cette promesse a été évidemment foulée aux pieds, a été violée, et ça a été perçu, mais bien sûr, comme un très grand risque, par les Russes, comme un très grand risque pour leur... Mais c'est pas vrai, elle n'a jamais été violée, cette promesse. Mais bien sûr, on a très bien vu que une des causes de la guerre, à mon sens, c'est... La paranoïa de Poutine, qui pensait ça, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Laissez-le finir. Écoutez, on peut considérer Poutine comme un être irrationnel, etc. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus rationnel que certains veulent nous le faire croire. Et puis, j'ai souvenir, il y a déjà plusieurs années, j'ai entendu des gens, des bons connaisseurs de la Russie, nous dire que c'est Poutine lui-même aussi qui avait organisé des sondages. Une des préoccupations majeures des Russes, pas seulement de Poutine lui-même, c'était la guerre, déjà à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on sentait aussi au nord de l'Europe, dans les pays baltes, etc. Donc il y a les velléités de l'OTAN, sous la pression des États-Unis, de se rapprocher de la Russie. Et ça a été perçu comme une menace. Et je pense que c'est une des causes et un des objectifs essentiels. Donc probablement, une guerre légitime, selon vous. Légitime. C'est pas à moi de le dire. Moi, je suis d'accord avec M. Boyer. Peut-on penser une seconde il faut probablement évacuer la morale à partir des pays baltes, vous voulez attaquer la Russie. Non, mais c'est ridicule. Il faut évacuer la morale de l'appréciation. C'est pas une question de morale, c'est une question de réalisme. Mais comment peut-on imaginer une seconde que ça soit réel, cette menace de l'OTAN à partir des pays baltes pour attaquer la Russie dans les années 90 Les relations entre États, ça correspond à rien. Les relations entre États, c'est une affaire de rapport de force. Ah bah ça, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis, il y a eu des perceptions de la part de la Russie. Des perceptions, c'est bien ce qu'on dit. Ah oui, mais... Ça ne correspond pas à la réalité. Mais ça, c'est vous qui le dites. Alors, on va continuer ce point de discussion juste après la pause, Monsieur Ador. On doit faire une courte parenthèse et on se retrouve très vite après. Le point de retour, nous parlons aujourd'hui Vladimir Poutine, Ukraine et tant d'autres choses, avec notamment Sylvie Kaufmann qui est venue nous présenter Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Yves Boyer, grand spécialiste, grand géopolitologue, justement, on était en train de se poser la question des ambitions de Vladimir Poutine. S'il arrivait à ses fins en Ukraine, est-ce qu'il irait au-delà ? Est-ce que ça, c'est ce que notamment les Allemands disent, c'est ce que notamment aussi les Français disent, c'est qu'il aurait d'autres ambitions en Moldavie, pourquoi pas en Arménie. Ça, vous y croyez ou pas ? Écoutez, récemment, M. Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN, et je crois que c'était hier ou avant-hier, enfin peu importe, a clairement dit qu'il ne voyait aucune menace russe aujourd'hui contre l'OTAN. Parce que si vous voulez, d'un côté, on ne peut pas dire que les Russes, leur économie est à bout, ils ne savent pas comment se diriger, ils sont nuls, ils ont une armée qui est médiocre, etc. Et les voir débouler à Varsovie, à Prague, etc. Enfin, ça me paraît complètement irréaliste. Enfin, il y a quand même une règle du jeu entre puissances nucléaires, et là j'inclus évidemment les États-Unis et la Russie. Aucune des puissances nucléaires va s'en prendre directement aux intérêts de l'autre. Il est évident que l'Europe, c'est un intérêt vital pour les États-Unis, c'est d'abord un intérêt vital pour nous, et c'est aussi un intérêt vital pour les États-Unis. Donc je vois mal, et avec quels moyens,
les Russes débouler sur les plaines d'Europe centrale, aller à Budapest, aller à Prague, etc. Ça me paraît vraiment là aussi un narratif qui est agité actuellement pour plutôt mobiliser les Européens, pour leur dire faites plus pour l'Ukraine, parce que si vous ne faites pas plus, eh bien les Russes vont gagner, et si les Russes gagnent, ils sont à vos portes. Ça me paraît vraiment, alors là, quelque chose de complètement ridicule. Et rien, absolument rien dans les déclarations officielles des dirigeants russes, et là je crois qu'il faut aller aussi au-delà de Vladimir Poutine, ne permet de soutenir cette thèse. Il y a en aucune façon, les Russes iront au-delà de ce qu'ils ont affirmé vouloir avoir, c'est-à-dire les 4 oblasts de l'est de l'Ukraine, Zaporozhye, Kherson, Lugansk et Donetsk. Et je pense qu'ils vont s'arrêter là, ils vont pas aller jusqu'à Lvov, ça serait catastrophique pour eux. Et Odessa, Odessa, ils prendraient Odessa. Odessa, c'est trop compliqué à prendre. Pour les raisons qu'a évoquées d'ailleurs Mme Kaufmann, la mer Noire est quand même pas très sûre pour eux, compte tenu des renseignements en temps réel que leur fournissent les Anglais et les Américains. Donc Odessa, c'est trop compliqué militairement parlant. Donc on voit bien que depuis l'embouchure du Dniepr, en remontant vers le nord-est, là il y a toute une zone qu'ils peuvent territorialement contrôler sans trop de problèmes. Et ils s'arrêteront là, ils n'iront pas au-delà. Ils n'iront pas à Kiev, ils n'iront pas à Lvov. Ils s'arrêteront là, ils n'iront pas au-delà. Je crois que c'est ce qu'on se disait déjà en 2008, quand ils ont envahi la Géorgie, par exemple. Vous disiez que c'était l'OTAN qui menaçait la Russie, mais l'OTAN n'est jamais intervenue dans un territoire, ni même dans l'étranger proche, ce que la Russie appelle son étranger proche. En revanche, la Russie a violé les frontières d'États indépendants à plusieurs reprises ces dernières années. Géorgie 2008, annexion de la Crimée. Est-ce qu'on oublie ce que ça représente en droit international, l'annexion de la Crimée? On attrape un morceau d'un territoire qui appartient à un État indépendant, on y déploie des petits hommes verts et on dit « c'est à moi ». Voilà ce qui s'est passé. Occupation du Donbass, d'abord par proxy, ensuite intervention directe de l'armée russe en 2014 dans un territoire ukrainien. Et puis maintenant, on a une guerre totale avec des chars, des drones, des bombes, des infrastructures civiles qui sont bombardées en permanence. C'est la Russie qui fait ça. Alors pourquoi, instruit de cette expérience, on va dire « mais non, ils vont jamais aller plus loin ». Mais bien sûr qu'ils vont aller plus loin. Et on est à nouveau aveuglé si on laisse faire ça. Je suis désolée. Moi, je pense qu'il en va de notre sécurité. Et le ministre allemand, probablement, je pense, quand il dit on doit se préparer, le ministre de la Défense allemand, Pistorius, que vous citiez tout à l'heure, dit qu'il faut se préparer à une guerre ou une agression contre l'OTAN dans les 5 à 8 ans. C'est ce qu'il a Exactement. dit. Je pense qu'il y a aussi une dimension intérieure quand il dit ça. Il veut mobiliser ses forces armées, le budget, etc. Mais c'est une demander à des Polonais, demander à des Roumains, demander à des Baltes s'ils n'ont pas peur. Bien sûr qu'ils ont peur. Nous, Français, vous, Suisses, vous êtes loin de ce front, de cette ligne. Il a l'air très tranquille, le Suisse. Mais les Polonais, je peux vous dire, je rentre de Pologne, tout le monde parle de la menace russe. Les gens, vous parlez d'autres choses. Et d'expérience, ils parlent de la menace russe parce qu'ils sont tout près. La guerre est à leur frontière. Donc c'est normal qu'ils aient peur. Voilà. Et puis il y a autre chose que la guerre avec les Panzers, les chars, tout ce que vous voulez. Il y a un truc que la Russie, il y a une chose que la Russie a parfaitement mise en œuvre ces dernières années. Ça s'appelle la guerre hybride. Et qu'est-ce qui se passe en Finlande en ce moment? Tout d'un coup, les Finlandais se retrouvent à leurs frontières avec des arrivées de migrants qui viennent de Somalie, d'Afghanistan. Ils n'ont jamais vu ça. Et ces gens, ils arrivent par la Russie, avec des visas russes. Ça s'appelle la guerre hybride. Et il y a des tas de formes d'agression auxquelles, je pense, il faut vraiment qu'on soit prêt. Et enfin, vous dites aucun dirigeant russe n'agite une menace. Qui a parlé de menace nucléaire? C'est bien Monsieur Medvedev, il me semble. Alors on peut dire il est devenu fou, etc. Mais ce sont eux qui agitent cette menace. C'est pas l'OTAN. Est-ce qu'on est illucide? Effectivement, est-ce qu'on continue à être aveuglé, Yves Boyer? Mais non, mais je pense, écoutez, d'abord un petit point de précision, mais Mme Kaufmann répondra évidemment à cette question. En Géorgie,
c'est les Géorgiens qui ont commencé à attaquer les Russes, si mes souvenirs sont bons. Il y a eu une provocation, entre guillemets, hein, des Géorgiens, et ça a déclenché, évidemment, cette attaque russe avec cette prise de... Ma connaissance. Non, il y a eu un rapport suisse, d'ailleurs, qui a établi qu'il n'y avait pas eu de provocation de la part des Géorgiens. Ah si, c'est les Géorgiens qui ont quand même commencé militairement parlant même. Alors, deuxièmement, pour ce qui est de l'OTAN, l'OTAN, sa solidité, c'est l'article 5 et c'est la dissuasion nucléaire. Toute puissance qui s'en prendrait à un pays de l'OTAN serait susceptible de recevoir en rétribution, si j'ose dire, une frappe nucléaire. C'est ça la réalité. Parce que attaquer la Pologne, c'est pas seulement attaquer la Pologne, ce serait pour les Russes s'en prendre à tout le dispositif de l'OTAN dans toute sa longueur jusqu'en Allemagne, Ramstein, etc., etc. Donc ça veut dire vraiment une grande guerre. Et une grande guerre, c'est nucléaire. Alors, est-ce que les Russes le veulent? Certainement pas. Est-ce que nous le voulons? Encore moins. Donc je pense qu'il faut rester calme. Ils n'iront pas au-delà du Dniepr, vraisemblablement. Deuxième chose, Monsieur Vial tout à l'heure a dit mais les Russes ils prétendent que l'OTAN pourrait les attaquer, mais je crois que c'est pas l'OTAN qui pourrait les attaquer. Le problème pour les Russes, il est dans le dialogue stratégique avec les Américains, c'est-à-dire une Ukraine, en tout cas l'ouest de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est l'installation de systèmes américains, vraisemblablement nucléaires, comme ils le font en Pologne et en Roumanie, qui mettraient Moscou à quelques minutes des fusées américaines, des fusées nucléaires américaines. Donc là, ce que redoutent les Russes et ce que redoutaient les Soviétiques, c'était la frappe décapitante que les Américains seraient en mesure d'effectuer, c'est-à-dire par un feu nucléaire très précis, on casse le leadership ennemi en quelques minutes. Et ça, les Russes, c'est leur grande hantise. Ils l'ont dit, ils l'ont redit, ils le disent toujours. Et donc, une présence américaine en Ukraine, l'OTAN en Ukraine, c'est la présence américaine avec ses risques potentiels. Je ne suis pas en train de dire que c'est des risques réels, mais tout ça pour dire qu'il faut quand même prendre en considération, je veux dire, l'autre, on ne peut pas avoir un dialogue stratégique si constamment on dit l'autre est un menteur, l'autre est un tricheur, l'autre est un imbécile, l'autre est un fou. Dans ce cas-là, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus rien. La diplomatie, c'est précisément de discuter avec des adversaires dont on ne partage pas les valeurs, dont on peut redouter le comportement, mais il faut les respecter. Et je pense que pour les respecter, il faut tenir compte de ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, ce n'est pas nécessairement que des sottises et que des aberrations. Enfin, Poutine, de toute façon, les cartes vont être rebrassées dans quelques mois si Trump arrive à la tête de la Maison-Blanche, parce que de toute façon, même l'OTAN, même la participation américaine à l'OTAN, quelle sera-t-elle? Ça, on n'en sait rien aujourd'hui. C'est sûr que ça va tout changer, mais on n'en est pas encore tout à fait là. En attendant, Poutine a menti, les yeux dans les yeux, à des chefs d'État étrangers. Il a violé des traités. On a quand même la preuve. Bon. Et puis en plus, si vous voulez, les chars russes n'arriveront pas forcément tout de suite, ou n'arriveront pas dans un pays de l'OTAN, et ils n'arriveront pas non plus à Bordeaux demain. Il y a d'autres manières de faire. Il y a faire en sorte, avec les usines à troll, en faussant des élections, comme ils ont déjà réussi à le faire en Angleterre. Oui, mais comme ils vont le faire de plus en plus, c'est de mieux en mieux. Alors, pour le faire. On aiguise nos défenses, évidemment, mais de plus en plus et de mieux en mieux. Pouvoir favoriser l'arrivée au pouvoir dans les pays occidentaux de partis politiques favorables à la Russie qui permettraient de vassaliser, c'est une autre forme de conquête, de vassaliser l'Europe vis-à-vis de la Russie. Si jamais, par malheur, ça arrivait, il y a cette façon-là aussi, donc il ne s'arrêtera jamais. Ce que vous dites, c'est que oui, parce que beaucoup de pays européens sont en train justement d'avoir des droits durs. L'AfD est pro-russe, les filles est pro-russe. Mais vous dites que ce sont des proxys russes. Bien sûr, et l'arrivée au pouvoir dans des pays, l'UDC, c'est un proxy russe. dans des grands pays européens, dans des pays fondateurs de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas de la Suisse, de pro-russes ou de très proches de Russes, c'est une façon pour Poutine de continuer à avancer sans les chars, mais avec des accords politiques et commerciaux, etc. Enfin bon, et aussi des systèmes politiques qui changeront. Forcément, puisque c'est de ça aussi dont il s'agit. C'est quand même la guerre de deux visions d'administrer des pays, voire des continents. Et chez nous, c'est une vision démocratique et libérale. Là-bas, c'est basé quand même sur le crime, l'emprisonnement des journalistes, l'assassinat des opposants. Enfin, c'est une autre forme de vie.
Jean-Luc Edouard. Mais moi, je pense que la montée de certains mouvements politiques en Europe, elle a peut-être aussi une autre explication. Est-ce que ce n'est pas par hasard peut-être aussi des aspirations, parce que finalement, tout ce qui est États-Unis, OTAN, etc., c'est une émanation. Le discours qui est là derrière, le projet qui est là derrière, que vous appelez démocratique et libéral, etc., c'est en fait le mondialisme. C'est le fantasme d'une espèce de gouvernement mondial. Et puis maintenant, on assiste à une sorte de révolte des peuples, parce que d'abord, moi je pense que je sais pas, le Rassemblement national en France, il est d'abord français. L'Alternative für Deutschland, ce sont d'abord des Allemands, c'est un mouvement nationaliste. Alors après qu'on revête ça d'autres oripeaux, etc., c'est peut-être un peu facile. Ils ont une vision géopolitique. Peut-être aussi que ce qui se passe avec les paysans en Allemagne, ça semblait s'aimer ailleurs en Europe. C'est aussi peut-être la révolte je ne sais pas comment il faut appeler ça, du monde d'en bas, contre ces fantasmes de gouvernement mondial qu'on revêt d'oripeaux moraux, parce que depuis le début de cette guerre en Ukraine, on nous parle de bien, de mal, de camp du bien, etc. Moi, je pense qu'il faut revenir à des visions telles que M. Boyer les a exposées depuis le début de cette émission. Il est raisonnable de parler de rapport de force, de parler d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morale. Moi, je ne pense pas qu'il doit ne pas y avoir de morale du tout. Mais il faut voir les choses en face. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de signe actuellement pour revenir à la peur qu'on essaie d'entretenir du côté de certains milieux en Allemagne, du côté de... alors l'OTAN, quand bien même le secrétaire général a dit en réalité le contraire de Poutine, et puis on a l'impression que, alors même que finalement dans cette guerre d'usure qui a été bien décrite par M. Boyer, on voit que l'Ukraine s'épuise, eh bien c'est aussi un moyen, c'est dépeindre un risque qui, à mon avis, complètement exagéré. C'est le moyen que certains ont trouvé pour essayer de remobiliser les pays européens. Mais parler de risques exagérés... Parce que finalement, il y a une chose dans cette guerre qu'il faut parler de risques exagérés aux Ukrainiens, parlez-leur de risques exagérés. C'est que les États-Unis se battront en Ukraine, alors jusqu'au dernier Ukrainien, et peut-être jusqu'au dernier Européen, mais pas au-delà. Alors, cet anti-américanisme, cet anti-atlantisme, ce nationalisme aussi, ça, c'est Poutine qui, en quelque sorte, a ouvert la voie. En tout cas, lui, vous retrouvez, enfin, les droites européennes se retrouvent beaucoup dans ce type de discours. D'ailleurs, vous en faites la démonstration, vous le développez beaucoup, Sylvie Kaufmann, dans votre livre. Vous dites, Vladimir Poutine a su parfaitement cultiver les ressorts du populisme en Europe. Il se pose dès 2013 en leader du conservatisme mondial, en Che Guevara des droites. Je vous laisse lire l'extrait qui est très complet dans votre livre. Volontiers. Méfiance vis-à-vis de Washington et de Bruxelles, conservatisme social, défense du monde chrétien, notamment des chrétiens d'Orient, fascination pour le rôle du leader, autant d'atouts que présente Poutine aux yeux des critiques du libéralisme. C'est sur cette base que son régime cultive des relations étroites avec les partis populistes ou de l'extrême droite européenne. Pour lui, donc pour Poutine, le multiculturalisme mène l'Europe à sa perte. C'est un argument auquel une certaine droite française est très sensible, de même qu'elle est sensible à la vision de l'homme fort que veut incarner Poutine, celui qui a ramené l'ordre chez les musulmans de Tchétchénie et qui défend les valeurs chrétiennes traditionnelles. Pour Peter Pomerantsev, auteur d'un livre sur la Russie des années 2010, le titre de ce livre c'est « Rien n'est vrai, tout est possible », Poutine est devenu le Che Guevara de la droite. Exprimer son admiration pour Poutine, c'est l'équivalent de ce que fut pendant longtemps, pour les gens de gauche, porter un t-shirt à l'effigie du Che. Che Guevara de droite. Enfin, le Che, vous avez un t-shirt de Poutine. Je n'ai jamais porté un t-shirt du Che. Et de Poutine, et je ne porterai pas de Poutine non plus, parce que figurez-vous que je suis suisse. Et si je suis nationaliste, allons-y, eh ben moi, mon pays, il est ici. Ce n'est pas la Russie.
Moi, je ne défends pas les intérêts de la Russie. J'essaye modestement de défendre les intérêts de mon pays, des gens de ce pays, et puis aussi d'une civilisation qui nous est d'ailleurs commune. J'apprends rien à personne ici autour de ce plateau. C'est peut-être la seule chose sur laquelle on est d'accord. Oh non, il y en a sûrement 2, 3 autres quand même. Non, mais plaisanterie mise à part, ça c'est quelque chose de fondamental. Alors par rapport à ça, quand on regarde la propagande russe, c'est vrai que Poutine joue sur du velours, il avance comme dans du beurre avec sa propagande qui dépeint un Occident décadent, et puis la Russie ou lui-même comme gardienne de certaines valeurs qui devraient être encore, qui furent les nôtres, et qui devraient être, pour moi, encore les nôtres. Et ça, c'est un problème. Il y a un problème de civilisation, mais il ne faut pas se laisser abuser non plus par tout ça. Après, j'en termine, s'il vous plaît. Juste un mot. Sur les chrétiens d'Orient, c'est à géométrie variable, parce qu'il a quand même laissé horriblement tomber les Arméniens, dont il a pourtant la responsabilité, encore récemment dans l'histoire du Haut-Karabakh. Donc, c'est à géométrie variable. Les valeurs qu'il défend, c'est au jour le jour, opportunément. Vous savez, il y a une part d'opportunisme, je pense, dans toute politique. Et puis, s'il y a un pays, il n'y a plus de discussion possible. Non, il n'y a plus de discussion possible. Il faut voir les choses en face. Opportunités, il y a un minimum de colonne vertébrale. Je ne dis pas que c'est bien. Est-ce qu'il y a une colonne vertébrale dans la politique américaine? Est-ce que tous les pays qui un jour ont cru aux États-Unis, ils n'ont jamais été trompés, il n'y en a jamais qui a été trompé. Donc voilà, on a parlé tout à l'heure de realpolitik, alors il faut revenir sur Terre. Donc moi, je ne porterai pas de t-shirt à l'effigie de Vladimir Poutine. Mais pas non plus un t-shirt LGBT, le mouvement LGBT que t-shirt. Moi, je porte parfois un t-shirt avec le drapeau suisse, et je porte parfois un t-shirt de l'UDC. Non, mais voilà, je prêche pour ma paroisse. Non, mais qu'est-ce que nous essayons modestement de faire? C'est de défendre encore une fois notre pays et notre civilisation sans avoir la prétention de nous mêler des affaires des autres. Alors si quand même on a la prétention de se mêler des affaires des autres, et justement ça sera pour conclure, précisément, donc je l'ai dit, Volodymyr Zelensky était à Berne, était à Davos aussi la semaine dernière. La présidente de la Confédération, Viola Amherd, a répondu à son invitation d'organiser une grande conférence de la paix. On les regarde. Я вдячний пані президенту, її команді за домовленість, що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру. Wir wollen einen breit abgestützten Gipfel, bei dem möglichst viele Länder teilnehmen, damit wir auch einen Erfolg haben. Donc en l'état, sans la Russie et sans la Chine, qui ont déjà dit que non, on voit Ignazio Cassis, le ministre des Affaires étrangères suisse, qui court maintenant derrière M. Lavrov pour essayer de convaincre de participer. Est-ce que ça, ces grandes annonces qu'ont fait la Suisse la semaine dernière, ça a une crédibilité, ou bien c'est une Schweizerei, une grosse blague bien suisse, Yves Boyer? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une blague suisse. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est qu'il y a une réalité politique à Kiev. Il y a des groupes, il y a des forces politiques à Kiev, et je regrette que du côté occidental, on ne parle pas suffisamment des luttes intestines qui sont très actives actuellement à Kiev. Et c'est très intéressant parce que ça donnera peut-être ce que sera l'avenir de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a quand même une contestation à l'encontre de Vladimir Zelensky. Il y a une rivalité entre Zelensky et Zaloujny, le chef de l'armée ukrainienne. Il y a des limogeages qui ont été opérés par Zelensky, contrairement aux souhaits du général Zaloujny. Donc il y a des tensions. On voit le maire de Kiev, Klitschko, qui décrit une tentation autoritaire de la part de Zelensky. C'est vrai ou c'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en Occident, il faudrait peut-être aussi qu'on s'intéresse d'une façon objective aux réalités politiques ukrainiennes, parce que celles-ci vont conditionner les suites qu'on donnera
à, j'allais dire, l'après-guerre ukrainien, parce que celui-ci arrivera bien un jour. Et actuellement, on peut dire que la cote de Zelensky n'est pas au plus haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un pourra le remplacer? Qui sera cette personne? Comment la population ukrainienne qui est en train de, là aussi, de peiner, de souffrir vraiment beaucoup, eh bien, comment la population ukrainienne va-t-elle réagir? Donc, il y a tout un ensemble politique ukrainien qu'il serait bien, qu'il serait bon d'analyser d'une façon, là aussi, objective et non pas en regardant uniquement les nouvelles officielles qui nous parviennent de Kiev. Alors, il reste très, très peu de temps, donc j'ai une question pour vous deux. Sur la proposition suisse, Jean-Luc Ador, c'est une blague ou c'est une réalité? Alors déjà, c'est une blague qui n'est pas suisse, parce que je pense que dans cette affaire, malheureusement, le Conseil fédéral s'est laissé complètement instrumentaliser par la propagande ukrainienne. Donc nous parlons naïvement de paix, etc., alors que le président Zelensky est venu faire les courses, si j'ose dire. Il espérait revenir de Suisse, c'est-à-dire de Davos, avec des chars, des canons, des avions, des missiles, etc. Et puis surtout, alors bon, il y a encore une chose, c'est que ce qui est non plus pas suisse dans cette blague, c'est que la force de la diplomatie suisse, c'était d'être capable d'agir dans la discrétion. Moi, je pense que si quelque chose peut se faire grâce à la Suisse, ce ne sera pas à coup de photos de famille avec seulement l'un des belligérants. Et puis, pour terminer, je pense que s'il y a une blague, s'il y a une absurdité complète, c'est d'imaginer pouvoir résoudre, pouvoir avancer d'un centimètre vers la paix, ce qui est nécessaire, évidemment, pour l'Europe, pour le monde, etc., d'avancer d'un centimètre vers la paix en excluant finalement d'emblée. Pourquoi? Parce que l'Ukraine le veut, donc on fait ce que l'Ukraine veut, et c'est évidemment pas sans un des protagonistes qu'on va faire quoi que ce soit pour la paix. Sylvie Kaufmann, malheureusement, si vous pouviez rapidement justement sur est-ce que ça sera peut-être d'Ukraine que la paix va être réclamée? Oui, non, je ne veux pas rentrer dans la politique intérieure suisse qui est beaucoup trop complexe pour moi, mais ce que je vois dans l'absence des Russes, le message que ça envoie, c'est qu'ils ne sont pas intéressés par la négociation, point. C'est très clair. Mais sur l'Ukraine, voilà. sur les critiques internes à Zelensky en Ukraine... les luttes intestines en Ukraine, j'aimerais beaucoup entendre parler de lutte intestine à Moscou. Ça montrerait qu'au moins il se passe quelque chose dans ce pouvoir politique au Kremlin, en dehors d'un seul homme et de ses services de sécurité. Il n'y a pas de politique à Moscou, il y en a à Kiev, parce que c'est une démocratie, parce que Zelensky est démocratiquement élu et que là se pose la question, en effet, est-ce qu'il faut faire de nouvelles élections? Est-ce qu'on peut les organiser dans un pays en guerre? C'est pratiquement, dans la pratique, absolument presque impossible d'avoir des élections démocratiques alors qu'il y a 20% du pays est occupé, etc. Voilà, on parle de propagande ukrainienne. Je veux bien. La propagande, elle est du côté russe beaucoup plus que du côté ukrainien. Les journalistes occidentaux, européens, français, suisses vont en Ukraine et travaillent librement en Ukraine. En Russie, c'est beaucoup plus difficile de s'informer, je peux vous le garantir. Donc, oui, il y a de la politique, il y a certaines divergences entre le chef d'état-major ukrainien et le président. Ils sont en train de... Ça date d'il y a 2 mois. Il y a visiblement des débats et ils les règlent à leur manière. Et pour l'instant, tout se passe bien. Oui. Et ce sera le mot de la fin. Vladimir Poutine, il y a des élections bientôt en Russie. Vladimir Poutine est quasiment le candidat unique à lui-même, à sa succession. Et voilà, ce sera effectivement la façon que nous aurons de nous quitter ce soir. En vous remerciant infiniment, Sylvie Kaufmann, dont je répète le livre, Les Aveuglés, Yves Boyer. Merci à vous Jean-Luc Ador, et merci à vous Philippe Val. On se retrouve mercredi prochain avec un nouveau point. En attendant, excellente soirée et bonne semaine à toutes et tous.